Il n'y a rien à ajouter ni à changer à la fameuse critique que Rousseau a faite du misanthrope dans sa lettre à d'Alembert. Il est vrai que Molière, tout en donnant à son personnage le langage de la vertu idéale, l'a montré exagérément sensible à ses misères personnelles. Embarrassé dans l'application de ses principes et ridiculement violent dans des bagatelles. Il a transformé un débat général dont la société pouvait sortir mal en point en un débat intime dont celui-là seul, qui en est le théâtre, sort ridicule. Le misanthrope et l'homme emporté, dit Rousseau, sont deux caractères différents. C'était là l'occasion de les distinguer. Molière a bel et bien confondu le misanthrope vertueux qui, selon Rousseau, devrait convaincre d'infamie la société, et l'homme emporté et faible que son tempérament rend simplement inférieur à la vie sociale. Ce n'est pas que l'homme ne soit toujours homme, admet Rousseau, qui décrit lui-même avec une justice et une pénétration plus fréquentes chez lui qu'on ne veut bien le dire, les circonstances affectives souvent déplorables de la misanthropie, même vertueuse. Mais enfin, tout est une question d'accent, et il s'agit de savoir si l'on insiste sur la valeur des aspirations générales ou sur la présence des conflits intimes. Rousseau a bien vu que Molière disqualifiait le misanthrope de façade par la révélation du misanthrope secret et de ses faiblesses. La manière dont il a façonné son Alceste est à elle seule une véritable argumentation contre la vertu exigeante et réformatrice. On ne voit pas bien pourquoi ceux-là qui félicitent Molière de sa conception modérée et conformiste de la vertu s'inscrivent en faux contre les critiques de Rousseau et prétendent qu'il n'a pas compris Molière. Il a fort bien compris, mais en le combattant. On peut lui reprocher son système de morale, mais non son manque de clairvoyance. La maladie morale d'Alceste et les vices de caractère qui forment le fond de sa passion pour la vertu apparaissent plus indiscutables qu'ailleurs dans son comportement amoureux. L'amour est ici, une fois de plus, le miroir de toute la vie. Alceste peut entrer dans la catégorie des jaloux moralisants dont le théâtre de Molière renferme tant de peintures. Les scènes qu'il oppose à Célimène reproduisent jusqu'à un certain point celles où une coquette bafoue un barbon ridicule. Dès la première scène, le misanthrope se voit comparé par Philinte au Sganarelle de l'école des Maris, dont pourrait le reprocher son refus de suivre les usages, sa nostalgie du vieux temps et sa haine du bel esprit. Enfin, sa jalousie bourrue et injurieuse. Ignorant jusqu'aux moindres précautions de la galanterie, il fait rire malgré lui un public façonné aux prévenances et aux soumissions du bel amour. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite à un sort misérable, que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. Dans le misanthrope. Le langage est bien proche de celui d'Arnolphe, mais la vérité profonde d'Alceste, si égoïste et accaparant qu'il soit, est dans sa faiblesse, dans la sincérité enfantine de sa douleur. C'est un tyran bien démuni, et d'avance défait en qui on chercherait en vain la moindre trace de cette suffisance si tenace chez les Barbons. Aussi, tandis que les Barbons représentent aisément les principes conservateurs, tandis qu'ils prêchent toujours le maintien des contraintes traditionnelles, Alceste brandit la revendication subversive de justice et de vérité comme l'arme habituelle et vengeresse des faibles. Mais si sa droiture et sa faiblesse le rendent sympathique, sa droiture n'en souffre pas moins à nos yeux de n'être que le remède et le complément de sa faiblesse. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi Célimène, avide d'émouvoir et d'accaparer un cœur, et persuadé secrètement de n'y pouvoir réussir, il s'est fixé justement à la femme la mieux faite pour lui faire sentir son échec et pour justifier la colère moralisante par laquelle il essaye de compenser cet échec. Ce mécanisme, à la fois touchant et vain, est exactement le même qui le conduit dans la vie sociale, peu propre à soutenir la lutte pour la vie, faible chagrin, trop juste et trop injuste. Il recherche à plaisir les situations mortifiantes pour s'y repaître de sa colère et de sa nostalgie du bien. Ce sont 20 000 francs m'en pourra coûter, mais pour 20 000 francs, j'aurai droit de pester contre l'iniquité de la nature humaine et de nourrir pour elle une immortelle haine. Molière a bien pris soin de mettre en relief dans Alceste tout ce qui peut, en le rendant ridicule, dissiper le bien fondé de sa révolte. Cet égocentrisme puéril et désemparé, cette fuite constante dans la bouderie, ce désir de solitude qui dissimule mal la douleur d'être trop seul, ce langage démesuré qui
trahit plus de dépit que de vertu. Ces exhibitions constantes de sa colère par lesquelles il discrédite même son bon droit, tout cela fait bien d'Alceste le personnage divertissant que voyaient en lui les contemporains. Il est difficile d'imaginer une interprétation plus absurde du misanthrope que l'interprétation romantique selon laquelle les tourments d'Alceste, sublimes en eux-mêmes, auraient été conçus comme tels par Molière. Il faut bien noter que ce n'est à aucun degré l'interprétation de Rousseau, qui admirait sans doute un misanthrope idéal, mais reprochait à Molière d'avoir méconnu et caricaturé en Alceste ce personnage imaginaire. Rousseau est peut-être à l'origine de certaines idées romantiques, mais il ne les attribue pas à Molière, qui l'enveloppe au contraire de son point de vue très légitimement dans son aversion pour les philosophes mondains. Le procès de cette interprétation a été suffisamment fait pour qu'il soit inutile de reprendre la discussion par le détail. Alceste était de toute évidence un personnage de bourru extravagant, propre à attendir par ses malheurs et sa sincérité, mais toujours risible par ses excès et par ses échecs. Il suffit de rappeler qu'Alceste est l'ennemi de tout ce qui est, qu'il est en révolte contre la nature humaine et la nécessité sociale, bref, qu'il est parti en guerre contre le train des choses pour concevoir à quel point il peut contredire la philosophie habituelle de Molière. Si le mot de naturalisme convient à cette philosophie, c'est parce qu'il exprime un effacement de la prétention humaine devant le fait tout-puissant. Toute la morale de Molière consiste à savoir s'incliner devant un certain nombre de faits. La force des usages défie autant chez lui la justice que la force des désirs défie la bienséance. C'est dans ce sens qu'il est amoral. Faguet, remarquant que Molière a substitué la morale du ridicule à la morale de l'honneur. Faguet ne fait que constater chez lui cette suprématie du fait sur le droit dont le rire est l'instrument universel. Le même auteur a raison de nommer démoralisation au sens littéral de ce mot l'effet produit par Molière. Tout au moins a-t-il réduit la morale à n'être que l'accompagnement le plus discret possible de la vie. La souplesse en morale est comme un tribut que le bonheur paie à l'ordre des choses, dont il profite sur le plan social aux puissances régnantes dont il dépend. Il est difficile en effet de séparer la morale de Molière des conditions de la vie de cour et plus largement de la société monarchique. L'opposition d'Alceste et de la cour est à chaque instant marquée dans le misanthrope. Le ciel ne m'a point fait, en me donnant le jour, une âme compatible avec l'air de la cour. Je ne me trouve point les vertus nécessaires pour y bien réussir et faire mes affaires. Être franc et sincère est mon plus grand talent, je ne sais point jouer les hommes en parlant. Et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense doit faire en ce pays fort peu de résidence. Le misanthrope. Alceste est d'un autre siècle, d'un siècle où n'auraient pas encore existé les servitudes et les souplesses de la cour de Versailles. Il parle le langage du vieux temps, de la vieille franchise. Il maudit le règne du plaisir, de la facilité et de la soumission. Les discussions sur l'esprit de cour ne sont pas rares dans l'Ancien Régime, avant même Versailles, et toujours la corruption de la cour est tenue pour une nouveauté que l'on oppose implicitement à la vertu rude et droite des époques passées. Ainsi, Balzac, dans son discours sur la gloire, il n'est que trop vrai que ce malheureux intérêt est maintenant le dieu de la cour et l'objet de la fin du courtisan, S'en prendre aux maximes de l'égoïsme et de la souplesse, c'était infailliblement à cette époque mettre en cause le mouvement qui entraînait la haute société vers la facilité matérielle et la soumission morale. La cour n'était que le symbole le plus saisissant d'un état de choses nouveau. C'est là surtout que la noblesse, qui avait en principe le dépôt des vieilles vertus, apprenait à jouir et à obéir. Condamner la moralité brillante de la cour, c'était résister au temps, se cramponner à un passé plus simple et plus libre que le présent. Les goûts littéraires d'Alceste, son aversion pour la poésie brillante et le bel esprit ne sont qu'un aspect riche en effets comiques de son opposition aux mœurs régnantes et à l'esprit de la belle société. C'est pourquoi Alceste apparaît sans cesse en conflit avec son époque plutôt qu'avec l'humanité en général. C'est pourquoi Philinte, pour le convertir, croit nécessaire de condamner cette grande raideur des vertus des vieux âges, le misanthrope. Éliante elle-même, qui le juge favorablement, voit en lui une sorte de Don Quichotte, un paladin attardé au milieu des modernes. L'opposition à la cour traduit une opposition plus profonde, quoique moins consciente peut-être, au despotisme. Se soumettre aux mœurs du temps, se soumettre à la force, c'est tout un. Philinte prêche sans doute le conformisme en termes très généraux. Il faut fléchir au temps sans obstination,
et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Mais le théâtre des siècles monarchiques nous offre en plus d'un endroit des propos analogues sur l'inanité de toute résistance à la force des choses revêtue d'une signification politique plus expresse. N'examinons donc point la justice des causes, et cédons au torrent qui roule toutes choses, dit le roi Ptolémée dans la mort de Pompée, au moment où il s'apprête à immoler son hôte à César vainqueur. Dans Pompée. Mettant plus clairement encore la philosophie de la nature au service de la politique amorale du despotisme, le César de Voltaire prêchera à Brutus une philosophie résignée et docile qui n'est pas d'une autre essence, la différence de ton et de situation mise à part que celle de Philinte. Prends d'autres sentiments, ma bonté t'en conjure, ne force point ton âme à vaincre la nature. Le drame d'Alceste n'est donc pas seulement celui d'un caractère dressé contre le monde. Le misanthrope à prétention vertueuse est l'ennemi des mœurs dociles et adroites, et ces mœurs sont à la fois l'ouvrage et le soutien du pouvoir absolu. Victor Cousin, s'élevant contre la légende d'après laquelle le duc de Montausier aurait été l'original d'Alceste, invoque le fait que Montausier était absolutiste convaincu et semble penser avec raison, bien qu'il n'explique pas trop pourquoi, que cette qualité est incompatible avec l'humeur d'Alceste. La signification profonde du personnage d'Alceste dans l'histoire de la société française est attestée par l'intérêt que lui ont voué sous l'Ancien Régime des moralistes particulièrement accoutumés à lier la discussion morale à la discussion politique. Ce n'est pas par hasard que Fénelon, aristocratique ennemi du despotisme et champion lui aussi contre la cour du vieux temps et des mœurs frugales, a pris contre Molière le parti d'Alceste. Le débat esquissé dans Le Misanthrope devrait se prolonger plus de 100 ans. L'opposition de ces deux attitudes qu'on pourrait définir, l'une par le goût de la facilité unie à la soumission, l'autre par l'esprit de justice joint à la nostalgie des mœurs simples, emplira jusqu'au bout l'Ancien Régime. Dans ce conflit, chacun des adversaires a son prestige, chacun ses tares, docilité d'un côté, haine du progrès de l'autre. Alceste était déjà la caricature des gens du dernier parti, faite par un homme du premier. Cette peinture spontanée a d'autant plus de prix qu'elle a précédé les discussions explicites du siècle suivant. S'il a été possible à Rousseau de venger Alceste avec plus de succès que ne l'avait fait Fénelon, c'est que la dénonciation de la cour et du régime dont elle était le symbole avait acquis chez lui une signification sociale nouvelle, avait cessé d'exprimer seulement la mauvaise humeur des gentilshommes devant les nouveautés. Le regret du passé et les maximes de la vie simple, prenant un élan plus vaste, ont traduit les espérances de tous ceux qui se sentaient victimes du train des choses. Rousseau a défendu dans le gentilhomme grincheux de Molière sa propre révolte toute plébéienne contre la société, et la Révolution française a mis à la scène la réhabilitation d'Alceste contre Philinte. Outre sa valeur permanente, dont nous sommes à 3 siècles de distance de bons témoins, le symbole créé par Molière était doué sur le plan de l'histoire d'une telle force significative qu'il a accompagné jusqu'au bout la société où il avait pris naissance. À qui veut définir à travers toute la richesse de l'œuvre de Molière l'essentiel de son attitude morale, s'offre sans cesse le contraste d'un élargissement du champ humain vers le plaisir et la confiance et d'une limitation concomitante de nos ambitions et fait d'une complaisance sceptique au train des choses. Mais ce sont là, au-delà de Molière, les traits les plus généraux de son siècle et du suivant. Par là se définit la forme dernière de la civilisation de l'Ancien Régime, et les deux termes du contraste trouvent leur commun principe dans l'acquiescement à un ordre inévitable. La loi naturelle du plaisir et la règle de l'accommodation sociale ont le même empire, et il suffit de s'y laisser entraîner en même temps pour trouver l'équilibre de la sagesse. La pensée originale de toute cette époque a été de croire compatibles, voire inséparables l'un de l'autre, l'épanouissement selon la nature et l'esprit d'acquiescement aux normes sociales. Le débat relatif à la grandeur et à la misère humaine, qui se pose à chaque instant autour de Corneille, de Pascal, de Racine même, reçoit ici sa solution la plus tranquille et la plus évasive à la fois, celle qui consiste à se soustraire à la misère en désavouant l'ambition de la grandeur, en la réduisant au moins à un jeu où se dissout toute angoisse. L'inquiétude qui pour l'homme résulte de la limitation de son être est considérée comme un mal à guérir ou à méditer et non comme un signe d'élévation. L'idée même d'élévation ou de bassesse tend à se fondre dans l'égalisation de toutes choses, et la préoccupation des valeurs perd tout ce que gagne le sens de la conformité au réel. La noblesse n'est plus que dans l'accord le plus élégant de l'homme avec sa condition.
Toute poésie, toute réussite, toute valeur réside dans cet accord. L'obsession anxieuse du destin, qui est au fond de toutes les affirmations idéales de l'héroïsme, se dissipe dans l'idée d'une concordance du désir et des choses, où les choses sont peut-être plus clémentes, mais où le désir surtout est moins tendu. Ce qui demeure de prestige poétique autour de cet accord est le seul reste, accommodé à un usage nouveau des splendeurs héroïques. C'est un je ne sais quoi qui nie la misère, même en la connaissant, un charme facile qui s'est substitué à l'élan d'une conquête glorieuse. Le propre de cette conception est qu'en accordant à l'homme tout ce qu'il peut souhaiter, puisque sa condition cesse d'être tenue pour humiliante, elle l'oblige à renoncer à la croyance, où il est de valoir plus que toute autre chose dans l'univers, de ne pas être simplement un fait ou une nature semblable aux autres. Les voies qui conduisent à cela, à cette émancipation de la vie dans l'égalisation des valeurs, n'ont fait que s'ouvrir davantage au XVIIIe siècle, où elles s'élargissent enfin à une perspective immense et multiple sur tout l'humain. Ce n'est pas ici le lieu de définir les progrès de cette forme de pensée, ni de chercher comment elle a fini par ruiner l'ordre dont elle était née. Ce qui est hors de doute, c'est que nous en trouvons déjà dans Molière les deux données essentielles: l'audace du désir naturel réhabilité et la dissolution sceptique de la conscience.